Vous êtes avec Léa Et Léa. dans Alimentation sans filtre. Ok, salut tout le monde, bienvenue pour le premier épisode d'Alimentation sans filtre. Donc aujourd'hui, je suis avec mon acolyte Léa. Léa, ça va, tout va bien? Oui, ça va très bien. Yes. Et du coup, donc pour ce premier épisode, on a invité Clarisse. Hello tout le monde. Clarisse, tu vas bien toi aussi? Ça va nickel. Ok, super. Alors pour vous expliquer un petit peu, donc on a rencontré Clarisse dans le domaine professionnel aussi. C'est pour ça qu'on a décidé d'appeler ce podcast du coup du patient au soignant. Parce que du coup, donc, elle est également diététicienne. On a eu l'occasion de travailler avec elle. Voilà, très très belle rencontre. Et en fait, on l'a invitée pour parler de troubles du comportement alimentaire dans ce premier épisode. Et du coup, je te laisse te présenter rapidement. Bah du coup, moi c'est Clarisse, donc je suis diète depuis 4 ans. Je suis issue d'une reconversion professionnelle, j'étais juriste avant. J'ai pas poursuivi dans cette voie, j'ai 28 ans. Je suis devenue maman au mois de mai l'année dernière. Yeah. Donc oui, en fait, on a décidé de partir sur un premier épisode avec les troubles du comportement alimentaire. Je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de monde. Nous, on en Mhm. voit souvent dans nos patients, dans notre entourage. On a des amis aussi qui ont des troubles du comportement alimentaire qui l'identifient pas forcément. Ouais. Et l'intérêt de la vidéo, elle est là, c'est d'arriver à comprendre comment on définit un trouble alimentaire, qu'est-ce qu'on appelle une crise, par quel chemin on passe, est-ce qu'on est réellement soigné ou pas. Enfin, c'est Donc toi on qui nous a, expliqueras. on a plein de questions à te poser du coup. Eh bien, je suis là pour y répondre. Yes. Alors, si je me trompe pas, du coup, il me semble que le trouble du comportement alimentaire, toi, qui t'a le plus touché, on parlait en fait de boulimie nerveuse, c'est ça? Ouais. Faire court et simple, c'est le fait d'avoir des crises compulsives où tu vas ingérer une grosse quantité de nourriture en fait. Donc ça peut aller ouais, de 4000 à 10 000 calories hein, selon l'intensité de la crise. Ok. Et en fait, cette crise-là, tu vas la compenser avec ce qu'on appelle un mécanisme compensatoire inapproprié, qui peut être des vomissements, la prise de laxatifs, diurétiques, une privation, donc le jeûne, et aussi la pratique excessive du sport. Donc en fait, ce mécanisme-là va effacer le surplus calorique que tu auras consommé durant ta crise. Et il y a une idée aussi de fréquence, de récurrence de survenue de la crise au cours du temps pour pouvoir caractériser la boulimie nerveuse. C'est-à-dire qu'un épisode comme ça sporadique qui arriverait où tu aurais une ingestion importante de nourriture et que tu vomirais une fois comme ça fait pas de toi quelqu'un de troublé dans ton alimentation. Peut-être que tu as eu un épisode un peu, voilà, mais au final ça caractérise pas le trouble. Et c'est le D'accord. médecin hein, qui pose le diagnostic. Ok. Oui, donc en fait, ce qui différencie, du coup, si je comprends bien, la boulimie de l'hyperphagie, Ouais, c'est qu'en fait, la boulimie, derrière, on a un événement compensatoire oui, dans le but un peu de corriger, on va dire, c'est l'apport ça. calorique excessif qui a eu lieu. Exactement, c'est la grosse différence entre ce qu'on appelle le binge eating disorder et donc Ok. l'hyperphagie boulimique et Mhm. la boulimie nerveuse. C'est ce mécanisme compensatoire qui fait toute la différence. Après, même en termes de comment dirais-je? De vie, hein, quotidienne, de comment la maladie, elle se met en place et le cercle vicieux dans lequel tu rentres, c'est pas du tout non plus la même chose que l'hyperphagie boulimique. Voilà, on est sur 2 principes différents. L'estime de soi reste quand même quelque chose de prépondérant dans les 2 cas, mais c'est quand même pas la même approche corporelle. Mhm. Voilà. D'accord. Pendant qu'un hyperphage cherchera plutôt à se créer une carapace autour d'un surpoids finalement, parce qu'il compense pas sa crise, donc il va prendre du poids, pour cacher un peu son corps, se camoufler et s'effacer. Le boulimique nerveux, lui, il va chercher justement à maîtriser, hyper contrôler son poids. La peur de grossir, elle est hyper importante et l'image corporelle, en fait, elle prend sens au regard des autres. Donc en fait, tu es tellement influencé par le regard des autres que du coup, ça va créer, potentiellement de l'anxieux enfin, tu vas être hyper angoissé, de l'anxiété par rapport au poids et ça va diminuer ton estime de toi par rapport à toi-même et voilà, enfin, Mais pour c'est faire un c'est peu c'est court. fou quand même, excuse-moi, je te coupe. C'est fou quand même parce que ton témoignage, il a quand même beaucoup de fond, beaucoup de sens parce que donc, toi, tu es devenue diététicienne Ouais. alors que tu as souffert en fait de, Mmh. troubles du comportement alimentaire. Il y a un Ouais. lien justement, Alors, oui, oui et non. Dans le sens où, c'est pas forcément à cause de mon trouble que j'ai voulu faire ce métier.
Mmh. C'est plus justement, grâce à moi, mon propre parcours et à ma perte de poids et à comment j'ai été suivie et comment j'ai fait les choses, que j'ai pas voulu, que d'autres personnes aient à passer par ce chemin. Voilà, donc OK. Donc c'est c'est plus, profiter de ton expérience mmh pour l'utiliser dans ta prise en charge exactement. et arriver à, on va dire, mieux prendre en charge les personnes qui Ouais, rencontrent, les des mêmes troubles ou voilà, pas les mêmes forcément, troubles ou en tout cas des hein. troubles du comportement C'est alimentaire, ça. Parce que OK, enfin, après c'est par rapport à moi, mon parcours, parce que là, on parle de la boulimie nerveuse qui m'a touchée, mais j'étais obèse à l'époque. d'accord. C'est-à-dire que bien souvent, en fait, les boulimiques nerveux, c'est un mal qui transparaît pas, on dit. Parce qu'en fait, Oui, ça se voit pas, l'IMC est D'accord, souvent ouais. normal. oui, parce Mmh. que finalement le fait, d'avoir, cette compensation, après la crise, Exactement, elle c'est ça. permet de camoufler un peu les symptômes, Et dont de le maintenir le symptôme poids. de surpoids, voilà, ouais. Est-ce que c'est Exactement. pas encore plus dangereux du coup? Le Heu, fait que ça puisse être, camouflé, est-ce qu'il y a pas bien sûr que un si, degré de parce dangerosité qui est quand même enfin qu'en fait, c'est une maladie très solitaire. C'est Mmh. une maladie très solitaire et là, on parle de nourrir en fait, ta réponse à toutes tes émotions, toutes tes contrariétés, ça va toujours être quelque chose d'alimentaire. Parce qu'en fait, tu vas maîtriser tout, mais c'est vrai que tout ton mécanisme, il va être avec l'alimentation et en fait, toi, tu vas être tellement coupable, tu vas te sentir tellement mal et c'est un moment franchement, t'as pas envie d'assister à ça. Mmh. T'as pas envie d'assister à une crise quand la personne, elle en a une. Heu, c'est c'est violent, c'est violent et toi-même, en fait, tu n'es pas dans ton corps quand ça t'arrive. C'est assez OK. particulier. Donc il y a tout un contexte autour, de la boulimie nerveuse qui fait que enfin, je crois que c'est Joyce McDougall qui dit que c'est, une toxicomanie sans drogue. Parce qu'il y OK. a enfin, c'est une sphère très nébuleuse, hein. C'est très, très documenté la boulimie, Mmh. mais c'est une maladie qui est profondément, en fait, très insidieuse. Ouais. d'accord et alors Presque comme les addictions, enfin, Ouais, il y a ouais, ouais. pas de substance, mais en tout Non, cas, il y a une sorte de rituel qui est mis en oui, place, c'est ça ouais. et le vomissement en lui-même est sacralisé, en fait. Enfin, Mmh. là, moi, en tout cas, pour ma part, c'était vomissement et pratique excessive du sport d'accord. et donc tout ça, ça faisait partie d'un rituel assez sacré et tu te réconfortes, en fait, dans ta crise, tu te réconfortes dans ton vomissement presque. OK. C'est salvateur, ça te Mais libère. c'est quoi l'histoire, de ta maladie? Comment t'en es venue, Mmh à mh. là? À partir de quel âge, du coup, tu as commencé, à avoir, peut-être, des problèmes de poids et à trouver en tout cas comme, solution ces événements compensatoires? Comment ça vient en fait tout ça? Alors, comme je vous disais, moi j'ai toujours eu des problèmes de poids. Toujours, toujours. Durant l'enfance, j'étais un petit bouboule, quoi. Petite bouboule, on m'appelait comme ça. Mmh, J'ai été beaucoup stigmatisée par rapport à ma grand-mère qui me regardait, qui me jugeait beaucoup quand je mangeais, à dire à mes parents: «Mais ne la laissez pas se resservir, elle sera jamais heureuse dans la vie en fait si elle a trop de poids», ce genre de choses et en fait moi ça a commencé, par de l'hyperphagie boulimique où je mangeais, en cachette. Je mangeais en cachette des quantités de nourriture qui étaient pas forcément enfin en tout cas c'était plutôt des crises d'hyperphagie je dirais. Je caractériserais pas le trouble là en Ouais. l'occurrence Tu et ouais j'ai commencé à prendre du poids comme ça oui à partir de 8 10 ans. À partir D'accord. de 8 10 ans et le moment charnière ça a été le lycée. Ça a été le lycée où je me suis rendu compte qu'en fait, bah, mon poids ne cessait d'augmenter. C'est ça le D'accord. problème. Parce qu'à force que tu compulses tout le temps, que tu grignotes, que tu manges la nuit, que tu te caches et tout, bah, ton poids il augmente. Mmh. Sauf que moi, bah, du coup, on se moquait de plus en plus de moi et je me suis dit: «Bah, attends, à un moment donné, il va falloir que je trouve une solution» et je me souviens d'un documentaire, ça a commencé comme ça, d'un documentaire qui traitait ce sujet, la boulimie et je me suis rendu compte que, bah, la personne, en fait, elle arrivait à maîtriser son poids en ayant recours à des vomissements dès qu'elle avait une crise. Voilà. ah, Ça a commencé comme ça. OK. C'est-à-dire que quelque chose de purement informatif, Ouais. moi, ça a commencé à faire naître et germer une idée dans ma tête en mode: «Ah, bah, en fait, si je fais ça, C'est la je solution, je vais pouvoir contrôler mes excès» et j'avais pas de notion de maigrir en faisant ça. Je voulais juste stopper la prise de poids Ouais. parce que j'arrêtais pas de grossir. C'est-à-dire que, je enfin, au moment où j'ai décidé de vraiment perdre du poids, je devais être à un poids au-dessus de 100 kilogrammes, quoi. Le poids maximum où je me suis pesée, j'étais à 110. OK OK. et donc là, tu as quel âge? Tu as 17, 18, Ouais, 19? première fois, je suis en seconde. OK, Première fois, je suis en seconde, la première événement, je m'en souviens parfaitement. OK. Ouais. Mais c'est fou, parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup de patients justement quand on creuse un peu, en fait, on se rend compte que, bah, la plupart du temps, pour ces personnes-là, en fait, les troubles naissent aussi de,
comportements qu'ont pu avoir leur entourage, de paroles, Mmh. de gestes. Parfois, il y a même pas besoin de paroles, hein, quand on est, depuis tout petit habitué à voir sa maman qui, fait attention à tout ce qu'elle mange. Quand on lui propose un carré de chocolat, elle dit: «Ah non, ça fait grossir», Ouais. elle se tourne plutôt vers la Mmh. pomme. Mmh. En fait, nous, on va diaboliser, certains aliments. Et il y a aussi une notion de mimétisme dans tous les cas, je Ouais. pense. Donc ça, c'est vraiment très important et j'ai un message en plus de ça, toi, tu es jeune maman, Ouais. mais un message à faire passer à tous les jeunes parents de nos générations. Faites attention à ce que vous dites à vos enfants, Mmh. à tout, à la manière dont vous les regardez quand ils mangent, vos gestes et ce que vous faites aussi pour vous-même parce que forcément votre enfant, il va calquer. En fait, il va se référer à vous. Vous êtes, un exemple pour lui. Mmh. Donc voilà, je voulais juste, ce petit mot. Et C'est important. c'est Mmh. vrai qu'on remarque aussi beaucoup que les troubles du comportement alimentaire, pardon, ils vont avoir lieu, au moment de l'adolescence. Oui, bah, parce que c'est une période charnière dans le Ouais. sens où, c'est le moment où tu as tous tes changements corporels qui se mettent en place. Mmh. Tu as les hormones, c'est le moment où tu commences Ouais, avec la puberté. à t'intéresser au sexe opposé ou pas opposé Ouais. d'ailleurs, enfin voilà. Mmh. Mais c'est le moment où tu commences à avoir, les prémices de la sexualité, les prémices d'un corps sexué. Mmh. Donc au final, c'est ce moment-là où, bah, toutes tes émotions, tu vas devoir commencer à y faire face en parallèle de mouvements hormonaux que tu n'avais pas Mmh. forcément Mmh. auparavant. Et il y a aussi, enfin, on va pas se mentir, enfin, quand tu commences le collège, le lycée, les gens, ils sont quand même pas super bienveillants, quoi. Ouais. Ouais, il y a Ouais, Hein? l'image de bien soi qui sûr. compte Ouais. énormément, Alors enfin. déjà, quand tu manges et que tu te sens jugé, bah, forcément, tu peux pas être un mangeur décomplexé. Mmh. Voilà. Oui. Donc forcément, tu peux pas. Mais en fait, et ça, c'est venu au fur et à mesure, c'est-à-dire quand les crises ont commencé à se mettre en place et quand j'ai compris que je pouvais les compenser, pour moi, ça a été l'ouverture de la boîte de Pandore. En plus. Mmh. Après justement, est-ce que ce serait pas, bien aussi de dire potentiellement les conséquences? Parce que du coup, donc là, tu nous dis ça se voit pas, Ouais. tu parles du poids, mais est-ce que ça se voit sur tes dents, sur la qualité de ta peau, Mmh. sur la fatigue, ton asthénie, ce que tu as au quotidien? Et peut-être que tu vois, ces choses-là, dans le documentaire que tu as vu quand tu étais jeune, elles auraient peut-être dû être mises un peu plus en Mmh. Mmh. avant. I pour peut-être, je sais pas, hein, mais dissuader, effrayer et peut-être que le documentaire, il manquait peut-être ça. Donc j'aimerais que tu nous dises si, il y a des conséquences. Ouais. Alors bon, il faut savoir que quand on est anorexique mental, par exemple, on peut avoir des phases où on a des crises justement de boulimie nerveuse, c'est-à-dire avec événements compensatoires, et grosses compulsions, bah, c'est pour compenser la dénutrition. Donc quand il t'arrive une crise, le problème c'est que, bah, forcément, tu vas ingérer une grosse quantité de nourriture. Donc moi, pour les vomissements, je parle pour ça, mais quand tu vas te faire vomir, tu vas avoir en fait, bah, forcément selon le nombre de crises que tu as, tu vas avoir des douleurs au niveau de la mâchoire. Tu vas mettre tes doigts dans ta gorge, donc Mmh. au bout d'un Mmh. moment, tu peux t'irriter aussi fortement, le fond de gorge. Tu vas faire remonter des sucs gastriques et du contenu de l'estomac d'aliments qui sont pas vraiment bien mâchés. Donc tu peux t'irriter fortement et, bah, Et puis faire ils des sont pas censés micro-coupures. être là, en fait, ils sont Non, censés être plus bas, au dans le niveau de tube, ton œsophage et du coup, tu vas abîmer aussi, bah, ton tube digestif comme ça. Ça peut t'occasionner des carences parce que comme tu effaces des crises, bah, au final, parce que moi, en parallèle après, c'est devenu plus insidieux dans le sens où j'ai commencé à ne plus manger non plus. Donc ça a été compliqué, j'étais toujours dénutrie. Donc dès que je mangeais, c'était parce que, bah, j'étais, dénutrie. ton Donc corps te réclamait. Mmh. j'amplifiais la dénutrition. Ça, c'est le problème du vomissement et c'est le Mmh. problème du laxatif et c'est le problème de l'activité physique intense parce que, bah, finalement, tu amplifies ce phénomène-là. Donc en termes de carence, c'est moins grave qu'un anorexique mental, mais par contre, même au niveau des dents, enfin, il faut faire hyper gaffe, c'est-à-dire que bien enfin, ça je le souligne pour tout enfin, pour toutes celles qui et Dis-nous. ceux qui, vivraient, ces épisodes, on ne se brosse pas les dents après avoir eu un vomissement. Quand bien même ça arrive 15 fois par jour, on se brosse pas les dents, s'il vous plaît. Parce que tu as tellement fait remonter d'acidité dans ta bouche que le simple fait de brosser, tu vas étaler partout, l'acidité et tu vas gratter ton émail et du coup tes dents vont être complètement baisées. Mais c'est hyper intéressant là, ce que tu es en train de dire. Je savais Ouais. pas du On tout. se Moi non rince plus, je la savais Je pas. bouche, on se Ouais. rince la bouche, il y a pas de souci, mais on ne se brosse pas les dents. Surtout pas, OK. surtout pas et ça, c'est hyper important de le dire. OK. Voilà. Donc là, si on a bien compris, ça a commencé quand tu étais assez jeune. Mmh. À quel moment tu t'es rendu compte que c'était un problème?
En fait, le problème, c'est que tu te rends pas compte que c'en est, tu vois? Ouais. Tu es dans le déni, en fait, tu es dans le déni de ta propre maladie. Pour toi, c'est comme je le disais, c'est ton c'est ton cocon, c'est ton refuge. C'est il y a une image qui est, c'est ton petit démon, petit démon sur ta petite épaule. C'est-à-dire que c'est ton tu as fait un pacte avec lui, il te protège, tu vois? C'est ton moment sécure, c'est ton moment de contrôle, mais la contrepartie, c'est que tu sauras rien gérer, en fait, et que ça va t'arriver. Tu sauras pas gérer tes émotions, tu sauras pas le faire, tu sauras pas être centré sur toi, ton propre ressenti. Tu seras peut-être hyper à l'écoute, hyper empathique vis-à-vis des sentiments et des émotions des autres et tu seras hyper investi dans cette démarche-là, mais toi, tu sauras pas faire face à tes propres émotions. Et comme tu sauras pas y faire face, parce que c'est des émotions sur lesquelles tu n'as aucun contrôle, bah, tu vas chercher une méthode qui te permet de contrôler, parce que tu maîtrises ces émotions-là. Donc c'est-à-dire que la douleur de la crise, bah, tu sais la maîtriser. Tu vomis derrière. Et tu avais des copines, dans ton Non, cas, de ton âge? non, j'en parlais pas, j'en parlais OK. pas, j'en parlais T'en pas. en parlais à personne? J'en ai parlé à personne pendant de très nombreuses années. C'est seulement quand je me suis retrouvée à la fac et où j'ai commencé à perdre du poids parce qu'après j'ai mis en place une routine sportive assez intense qui m'a fait du coup perdre du poids et j'ai réduit mes apports alimentaires, chose qu'il ne faut pas, enfin en tout cas il ne faut pas faire comme ça, je le dis. Il ne faut pas faire ça. Ouais, donc j'ai commencé à perdre du poids à ce moment-là parce que, ben, j'ai une copine mais qui m'a dit: «Ah mais tu serais tellement plus belle si tu faisais 20 kilos de moins». Ah oui, Voilà. OK. Donc ça a commencé où, je me suis dit: «Ah ouais, bah OK, 20 kilos de moins, donc finalement, je serais tellement plus belle, tellement plus désirable. OK, bah, je vais essayer. Je vais essayer parce que elle m'a renvoyé une image néfaste de moi. Moi, je vis au travers du regard des autres. Bah, OK, Mmh. c'est parti, let's go Et et là, ça a là, été la ouais, descente aux enfers, la littéralement. notion de contrôle a fait que tu es partie dans un autre Ouais, contrôle, plus sur l'activité voilà physique. et je pense que, tu vois, là, on parle du moment où j'ai eu un problème. Je pense que c'est à partir de ce moment-là et c'est à partir du moment où j'ai commencé à en parler, du coup. Quand je me suis rendu compte que ça partait, complètement en live, Ça t'a fait complètement en live. peur? Ça t'a fait peur? Tu as eu peur, Ça m'a fait peur parce qu'en fait, c'était devenu obsessionnel dans ma vie. C'était devenu obsessionnel dans le sens où je ne pensais qu'à ça. Je ne pensais qu'au moment où je pourrais aller acheter ma nourriture. Je ne pensais qu'au moment où j'allais pouvoir faire ma crise. Je pensais au moment où finalement je ne pourrais peut-être pas sortir le soir parce que bah, il fallait que je prévoie cette crise-là parce que c'était trop dur. J'avais eu trop de stress. Bah, on a tous connu, par exemple, quelqu'un qui conditionne toute sa journée, à par exemple, en se disant: «OK, bon, bah, là, je vais prendre un temps pour, rouler mon joint, le fumer» et tout est orchestré. Il y a des rituels aussi comme ça et en fait, ouais, on est enfermé, en fait, on est littéralement esclave de ça. C'est une C'est maladie. ouais, La toxicomanie est une maladie. La boulimie totalement. nerveuse est une maladie. Ouais. Toutes les crises n'ont pas été ritualisées pour moi, mais c'est vrai qu'au moment où ça a été le plus, on va dire le plus présent dans ma vie, où vraiment il y avait des crises super récurrentes, j'avais oui des rituels, c'est-à-dire que, bah, déjà, c'était quotidien donc tous les jours j'allais acheter ma nourriture. C'était toujours les mêmes aliments parce que, je recherchais en fait des choses qui étaient rapides, énergétiques et pour ne rien man enfin, en tout cas, ne manquer de rien. Parce que je me suis souvent aussi retrouvée dans une situation où, tu n'as pas tes aliments, préférés et où, tu contrôles encore moins ce qui t'arrive Mmh. et tu te mets dans des situations où tu manges des choses qui ne sont même pas, décongelées, même pas cuites, OK. voilà. Je vois que tu parles même pas de plaisir. Ah Tu mais parles c'est vraiment dénué. d'apport énergétique, Oui, c'est dénué de plaisir, c'est tu te ouais. remplis, en fait, tu te remplis. Moi, je me remplissais, en fait, de texture, je me remplissais de température, je me remplissais de liquide, je me remplissais de graisse, je me remplissais vraiment, c'était voilà, je me sentais sale, donc il fallait que mon corps, il se remplisse de choses qui étaient sales à mes yeux. Je Ouais, pouvais m'enfiler des plaquettes de beurre, je pouvais, j'avais besoin de croustillant, donc je mangeais des céréales. Je mangeais des céréales, par bonne terre, viande. quoi. Je prenais du jambon de dinde aussi, voilà, Mmh. froid, que ce soit froid. Des boîtes de conserve, des boîtes de conserve. Fallait pas que ce soit trop sec parce que je me suis rendu compte quand c'est trop sec, ça a du mal à sortir. OK. Hein. Je buvais du jus de fruits, des sodas, mais pas des sodas à bulles parce que ça faisait mal quand ça remonte. Voilà, donc c'était surtout de l'eau. Voilà, je mangeais tout ça.
complètement déconscientisée. Et puis après, bah, je buvais, 1 litre d'eau et go, Ouais, donc j'évacue. tu jouais, ouais, sur, les textures, Mmh. tu des aliments qui, potentiellement, tu savais qu'ils allaient passer, mieux que d'autres, donc tu Ouais, anticipais, tu savais puis ça allait vite, ça allait vite. tu Fallait que ça savais que aille tu allais vite. vomir derrière, ça c'était un Ah fait, oui, c'était sûr, en fait, quand tu es boulimique, tu as un schéma de pensée, on appelle ça les pensées permissives. C'est-à-dire que tu sais que tu te dis dans ta tête, enfin pas toujours, c'est pas toujours conscient, mais après quand tu travailles, quand tu fais ta thérapie, bah, tu te rends compte des choses et tu dis: «Ah ouais, en fait, j'avais ça». Tu te dis: «Ouais, bah, je vais manger, je vais me faire une crise. De toute façon, je sais que je peux vomir derrière, donc c'est bon, ça se verra pas, ça se verra pas. Personne ne saura. Je suis toute seule, personne ne saura». Et c'est vrai que la solitude, bah, à ce moment-là, je vivais seule dans mon appart, j'étais étudiante, donc bah, c'était beaucoup plus facile pour moi que quand je vivais chez mes parents. Quand je vivais chez mes parents, c'était tout en cachette. Mmh. Là, et je pense que c'est ça qui justement, je rebondis par rapport à la question de tout à l'heure, c'est ça qui m'a fait me rendre compte que j'avais un problème parce que j'avais même plus de contrôle, en fait, à force de tout contrôler, je perdais complètement le contrôle sur même l'intensité et la fréquence de mes propres crises. Parce que j'étais seule et parce que ça pouvait arriver tout le temps. Voilà, OK. donc Et quand tu dis que, une crise, elle va vite, mmh mh. t'entends quoi par, vite? Alors, ça en gros, tu vas ingérer beaucoup en très peu de temps. Ça peut durer 20 minutes, 30 minutes et après, quand ça t'arrive, tu as ingéré tellement de nourriture, ça fait beaucoup de déchets, hein. Beaucoup de déchets, donc tu as peur aussi du regard des autres, hein, donc tu te caches même, par rapport à tes propres poubelles. Bref, donc ça arrive comme ça en 20 minutes et le laps de temps, en fait, qui s'écoule entre le moment où c'est hyper douloureux et le moment où tu vas te libérer, c'est un moment où tu as une telle impulsivité à vomir que tu peux pas te retenir. Et c'est ce moment, en fait, bah, que tu vas travailler après, dans ta prise en charge, donc pas tout de suite, mais ce moment de latence entre, la survenue de la crise et le mécanisme compensatoire parce que c'est vraiment là où, tu peux agir dessus. Parce que si tu vas tout de suite vomir, en fait, ton impulsivité, elle est tellement forte que finalement c'est comme si c'était plus fort que toi, puisque tu sais que ça va te faire du bien. C'est là que tu es addict, tu dis: «Punaise, là, j'ai mangé tellement de nourriture, il faut que je me libère, il faut que je me libère, il faut que ça sorte». il y a un soulagement en Il fait, y a voilà, le vomissement apporte un vrai soulagement et ça, je pense que ceux qui se reconnaissent se reconnaîtront. Mmh. C'est vraiment soulageant, mais sur une très courte période. C'est-à-dire que physiquement, tu te sens soulagé et qu'après tu n'as pas forcément envie de réitérer l'expérience, mais tu te sens si sale parce que, bah, forcément, tu as mangé beaucoup, des choses qui sont enfin, moi je prenais beaucoup de liquide aussi et je pense que beaucoup le font aussi. Bah, c'est pratico-pratique, hein, ça sort mieux quand c'est liquide donc voilà. Bah, forcément, tu mets partout, quoi. Tu vomissais que chez toi ou il pouvait Ça a pu t'arriver, arriver à l'extérieur. ouais, et comment ça se passe, du coup? Tu fais attention, tu vérifies qu'il y a personne aux toilettes, tu Mmh, checkes avant? Enfin, ça t'est déjà arrivé qu'on te surprenne? Ça m'est jamais arrivé qu'on me surprenne, parce qu'en fait, ça arrivait, quand je sortais parce que j'essayais d'avoir une vie sociale, et j'avais une vie sociale très intense. Je sortais tout le temps, le soir, et du coup, bah, le problème, c'est que je buvais de l'alcool. L'alcool, c'est mal, avec modération. Mais je buvais de l'alcool et je consommais, ben, on m'offrait des verres, on se posait avec le copain, on prenait des planches, bref, la good life, quoi. Ouais, classique, La vie comme on l'aime et le problème, c'est que moi, les moments sociaux comme ça, c'était des moments de perte de contrôle aussi. Parce que j'étais pas toute seule, donc en fait, j'avais toutes ces pensées polluantes qui me disaient: «Mais là, tu fais n'importe quoi, là, tu vas grossir, mais là, tout ça, ça va se voir Clarisse, il faut que ça parte tout ça». Et du coup, bah, souvent, ça se passait dans des toilettes de de bar. bar, resto, Voilà. Donc OK. c'était plutôt tardif, donc tout le monde était plutôt éméché, donc puis bon, des gens qui vomissent, parce qu'ils sont bourrés, ça arrive, donc ça passait crème. ah mais Ah du coup, oui. il y a une notion de délai, ça veut dire. Parce Mmh. que en fait, pour toi, si tu attendais de rentrer chez toi, C'était trop longtemps. c'était trop tard, en Ça allait fait. se voir, c'était trop tard OK. Mmh. et j'avais plus envie, en fait. Parce que quand, c'est tout de suite, bah, tu le sens que tu es bien plein. Mais quand tu attends, tu danses, machin,
bah, au final, tu rentres chez toi, tu jusqu'à où tu veux dormir, Ouais, quoi. il y a plus Mmh. d'intérêt, en fait, Il de y se a faire tu vomir, plus cette impulsivité. Mmh. Et puis Que j'imagine que le fait de vomir, c'est aussi ce qui va calmer toutes tes pensées, que tu as eues au moment de la ouais, consommation, exactement, ça permet de te tu dire: apaisé. «Bon, là, c'est bon, j'ai vomi, je peux continuer ma soirée, Ouais, repartir du bon pied», exactement, je peux repartir, ouais, tout à fait et c'est ça le problème du vomissement. C'est que tu te dis: «Ouais, bah, c'est bon, il efface tout», mais il aggrave ta situation. Il aggrave ta situation parce qu'il amplifie ta dénutrition et ta dénutrition, du coup, elle amplifie la survenue des crises et les crises, elles amplifient ta volonté de vomir. Donc c'est un cercle vicieux du vomissement. Tu prenais des laxatifs, toi? Non, Non? OK, j'ai OK. pas fait ça. D'accord. J'aurais pu, mais j'ai pas fait ça. et Tiens. si on parle un peu de fréquence de crise, heu, alors je sais pas si vraiment il y a eu un effet un petit peu, en cloche, mais, est-ce qu'il y a des moments où tu avais des crises, peut-être plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour? Mmh. C'était toujours plusieurs fois par semaine. Mmh. Pendant 4 ans, ça a été en moyenne 3-4 fois par semaine, et parfois, ces 3-4 fois par semaine-là, c'était plusieurs fois par jour, D'accord. C'est quoi le maximum, le maximum. en une journée? Le maximum, je pense qu'il y a une fois, j'étais dans un tel stress, une telle détresse émotionnelle, sentimentale que, je crois que ça m'est arrivé peut-être 12 fois dans la journée. 12 fois. Passer ma journée en fait, je crois que c'est ce jour-là où c'était le pire parce que du coup, j'avais toujours du stock à la maison, mais là, j'avais pas assez de stock, donc fallait taper dans des trucs qui étaient durs à manger, qui étaient pas décongelés, qui étaient même peut-être même enfin, j'ai pris des œufs comme ça, c'était même pas cuit, enfin, tu pas le temps de te faire, Mmh. c'est pas un repas que tu te fais. Oui, tu as plus les Ouais. mêmes exigences à ce moment-là, enfin, c'est pas les aliments, en fait, Non, de base que tu as non, l'habitude de consommer, c'est c'était tout, c'était, des bouteilles de vin qui traînaient, des bouteilles d'alcool qui traînaient, fallait remplir. Fallait OK. remplir, ouais, c'est arrivé peut-être 10-12 fois dans la journée ce jour-là. Ça fait mal et ça fait mal aux mains et ça fait mal à la bouche, ça fait mal. J'avais les joues injectées de sang, en fait, arrivé un moment. tu peux avoir des vaisseaux qui pètent, Oui, enfin, j'en avais c'est partout là, les petits tu vaisseaux autour des yeux, les vaisseaux des yeux. Mes mains, elles étaient défoncées, enfin, ouais, tu termines dans un état à la fin de cette journée qui j'étais est j'étais, j'étais plus là. On a surtout parlé de, avant les crises, le rituel qui se met en place, le pendant et le après les crises. Heu, alors je sais pas comment le dire, mais comment tu reviens à une vie normale? Comment tu te dis: «Bon, bah, là, c'est bon, Enfin, je je vais au vais travail» ou «Je prends le métro rejoindre des potes», tu sais, tu plus d'échelle de normalité, en fait. Moi, j'ai pendant longtemps, je savais pas ce que c'était d'avoir une vie normale. Voilà. Ouais, donc une crise n'empêche pas après de reprendre Non. le cours de ta Non, journée. tu reprends les choses, en fait, tu te dis: «C'est bon, c'est effacé», mais ça t'abîme, ça ouais, tu t'abîme. as une Ouais. culpabilité aussi, Oui, j'imagine, bien sûr, parce que tu te dis: «En fait, je vais jamais m'en sortir». Parce qu'à un moment, tu te rends compte que c'est pas normal. Tu vois bien que Ouais. c'est pas normal et tu te dis: «Mais comment je vais faire? Merde, comment je Mmh. vais faire pour m'en sortir?» J'arrive pas. J'arrive pas, donc bah, tu te tournes vers les autres, en fait. Tu te tournes vers les autres, tu veux aider les autres, tu veux écouter leurs problèmes, leur trouver des solutions parce que, bah, toi, tu en as pas, donc Mmh. tu te dis, bah, c'est en ça que, tu deviens enfin et je pense que tu l'es de base, hyper empathique et souvent, en fait, on en vient à ce point-là, c'est que, bien souvent, les personnes qui sont boulimiques ou qui souffrent d'un trouble du comportement alimentaire, de ce style compulsif, auront tendance à se tourner vers le soin. Des métiers de soins, des métiers de conseil, des métiers d'aide. Parce que on ne sait tellement pas s'occuper de nous-mêmes, on regarde tellement pas à travers nous qu'on préfère finalement regarder au travers des autres et être vecteur de solutions pour les autres, parce qu'on n'en a pas pour nous. Et retrouver une vie normale, bah, au final, c'est juste la routine. Mmh. Et moi, je détestais l'imprévu et je déteste même encore aujourd'hui l'imprévu. Je suis à l'aise dans ma routine. Je suis à l'aise dans mon mode de vie militaire où, chaque chose est à sa place, chaque chose est rangée comme je l'aime. Je trouve des soupapes, dans du contrôle. On est toujours dans une logique d'hyper-contrôle dans tout le reste. Je suis une hyper contrôleuse dans Mmh. tout, dans tout. Dans ce que je fais, dans le travail, dans la rigueur, dans le rangement, dans mon alimentation. C'est un peu mieux maintenant, mais ça reste dans le sport. Enfin voilà, c'est
Mais l'accompagnement du coup donc Mmh. pour toi ça a dû être délicat parce que tu me disais que tes parents du coup n'étaient pas au Oh, ils sont courant. toujours pas au courant là, ils vont Di peut-être, le découvrir. Ouais. OK, OK. Mmh. Et du coup, donc, à quel enfin, comment tu te fais aider? C'est ça, parce que on Mmh. pourrait penser que, voilà, à l'adolescence, les parents emmèneraient leur enfant peut-être, pour recevoir des soins ou à Mmh. l'hôpital, étant donné qu'ils peuvent être dépassés par la situation, voilà, pour en tout cas qu'on puisse lui apporter de l'aide. Toi, comment tu as obtenu de l'aide? Mmh. Est-ce que tu estimes qu'on t'a apporté, toute l'aide qu'on pouvait t'apporter? C'est quoi ton Mmh. retour, en fait, sur l'accompagnement? Moi, déjà par rapport à mon poids, j'estime que mes parents, ils ont toujours été dans la bienveillance. Ils ne m'ont jamais jugée, par rapport à ça. En revanche, c'est plutôt du côté côté médical où, tu peux te recevoir, des remarques en mode: «Bah, faudrait que votre fille aille voir une diététicienne, faudrait que votre fille elle perde du poids». Donc ma mère, en fait, je pense qu'elle a nourri une culpabilité par rapport à mon propre poids et au final, bah, moi, ça me faisait mal de leur faire du mal par rapport à ça. Donc j'ai pas forcément, souhaité être accompagnée, par, des diètes quand j'étais plus jeune parce que je voulais pas, encore une fois, dans cette logique de causer du tracas, supplémentaire. Donc je me suis dit: «Bon, bah, c'est tout, je vais essayer peut-être de, perdre du poids, tout ça», mais au final, j'arrivais pas à maintenir des efforts parce que j'étais trop jeune, c'est tout. Hem Et après, moi, enfin, ce qui m'a mis, ce qui m'a mis un petit peu un pied dans, le process de guérison, c'est heu, une rencontre amoureuse et surtout une rencontre amicale. Je lui ai parlé que j'enregistrais aujourd'hui, là, elle est à Tahiti, je lui fais des gros kiss. Ah! Partner, cœur sur toi. Voilà, c'est la personne qui m'a le plus aidée et qui a été vraiment une personne ressource à ce moment-là, dans le sens où elle savait que j'étais malade et du coup, elle m'a dit: «Le jour où ça t'arrive, le jour où tu sens que ça vient, tu m'appelles». Et le simple fait d'avoir autre chose quand ça va pas, c'est nouveau. Ah, on t'a proposé une autre solution Ouais, c'est finalement ça. et donc rien à voir J'étais plus avec toute seule. le corps médical. On parle Non, d'une amie, voilà, j'étais plus toute seule face à ma maladie. Elle m'a sauvée et je pense elle s enfin, c'est trop beau ce elle que sera tu un peu dis. gênée, mais je pense que, voilà, faut le dire, elle m'a sauvée de beaucoup de choses et c'est elle qui m'a donné envie de me faire aider. OK. De me faire aider et j'ai suivi un suivi psychologique à l'époque, qui a duré le temps qu'il fallait, et puis après, bah, concrètement, j'ai réussi à m'en sortir. OK, j'ai plus forcément, de crise qu'on peut, et de fréquence qu'on pourrait caractériser la boulimie dans ce moment-là, mais pour moi, c'est toujours un mode de résolution actuellement, donc ça reste toujours présent. Ça reste toujours présent parce que c'est une solution de facilité pour une personne qui a vécu ça de, retourner vers des sentiments, enfin, en tout cas, dans des émotions qu'elle maîtrise, dans ce sens-là. OK. Un peu comme un fumeur qui a déjà été accro à la nicotine, Mmh. on voit des personnes qui arrêtent de fumer pendant des 6, 15 ans, mais Ouais, tu n'es pas à l'abri de reprendre ouais, parce que ton cerveau sait que tu aimes ça. c'est ça. Donc en fait, tu as toujours, mine de rien, cette option. C'est une petite case que tu Ouais, décides d'activer ou non, en fin de compte, en fonction de périodes de ta vie, de peut-être de stress, de contrariété. Là, on parle en plus de cette boulimie nerveuse. ouais, Donc peut-être que, toi, tu le ressens aussi. Quand tu as des périodes de ta vie qui sont stressantes, ouais, contrariantes, bien tu sûr. sens que Ah, je suis à ça 2 re doigts, voilà. Enfin, Alors attends, si on reprend du coup donc tu en as parlé déjà à une à copine. cet ami, ouais, Ça, c'était déjà un bon début, une voilà. bonne part pour le Mmh soulagement. mh. Après, tu as commencé un suivi psychologique. Après, j'ai commencé un suivi psychologique et donc avec des méthodes qu'on appelle thérapie cognitivo-comportementale, mais on m'a mise en garde en disant, enfin, moi, ça m'aidait, mais j'avais toujours quand même, des crises qui m'arrivaient et j'ai senti quand même que c'était tellement ancré en moi et qu'il y avait tellement aussi, de problèmes qui étaient pas résolus et que j'avais besoin aussi d'assistance peut-être médicamenteuse que, elle m'a conseillé d'aller voir un médecin et ce médecin m'a prescrit de la fluoxétine à l'époque. Donc Qui est un qui est médicament un qui sert. antidépresseur, voilà, pour traiter un la inhibiteur de nervosité, la en fait. sérotonine, voilà. OK. Tu prends encore, Non, actuellement? non, non, OK. c'est un traitement qui est en place, pendant un certain nombre, de mois. Une fois que tu es guéri, c'est-à-dire que tu es un peu plus sain avec, ton alimentation, que tu as mis un peu de nuance dans ta vie, un peu de flexibilité,
bah, le fait d'avoir des moments, des épisodes, des crises, et de réagir, comme avant parce que, bah, c'est comme ça que tu fonctionnes, ça veut pas dire que tu vas retourner, dans tes travers et que c'est foutu. Parce que, bah, là, t'es plus tout seul. T'es plus tout seul, tu as des gens, sur lesquels tu peux t'appuyer, tu as des notions sur lesquelles tu peux t'appuyer et tu as des ressources en toi Tu que plus au tu même pensais stade, en fait, de la non, maladie. non, c'est ça. C'est T'es pas comme quand tu l'as découvert que tu étais malade. Là, tu le sais que tu es malade. C'est différent. Tu le sais que c'est en toi. Tu sais que ça fait partie de toi. Ça t'a fait du bien, toi, de mettre le terme, maladie, en fait, dessus, Pas de forcément parce que OK. du coup, tu te sens pas tu te sens à part, quoi. Tu te sens enfin, tu peux te paraître stigmatisé et c'est ce que je dis même à mes patients, enfin pas forcément, patients TCA d'ailleurs. Il y a une différence entre accepter sa maladie et accepter de vivre avec sa maladie. C'est pas pareil. La maladie, je pense qu'on peut difficilement l'accepter. Par contre, accepter de pouvoir vivre avec cette maladie et de pouvoir bien vivre avec cette maladie, ça c'est possible. Et Ça ça, c'est c'est avec, possible. j'imagine, la thérapie que tu as suivie? Oui, 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 c'est avec, bah, le parcours que tu suis, Ouais. l'avancée que tu fais, le chemin, Mmh. hein. C'est un chemin, c'est pas le chemin n'est jamais tout droit, c'est tortueux. Donc parfois, oui, tu prends des travers, des routes un petit peu secondaires, mais tu reviens pas en arrière. Tu vas de l'avant. Donc c'est ça qui est important aussi à souligner, c'est que, bah, finalement, tu peux jamais revenir au point de départ. Parce que ta route, elle est tracée et tu fais juste, bah, des petits détours. Si on clôture un petit peu, la partie sur la thérapie, Mmh. toi, tu dirais que ça t'a aidé à avoir moins de crises, à mieux appréhender tes Ouais. crises peut-être? Ah bien sûr, bah, après c'est l'objectif, quand tu inities du soin, moi j'ai pas été hospitalisée ou quoi. C'est voilà, il y avait pas le besoin, parce que justement, bah, je me suis fait aider et que j'ai entrepris cette démarche-là et que je l'ai entrepris pour moi, pour aller mieux. Parce que j'avais du soutien et que sans ça, je pense que je sais pas où j'en serais, en fait. Et je pense que dans la vie, tu fais des rencontres à des moments, certains et tu rencontres des gens parce que, ils peuvent t'apporter quelque chose. Et moi, en fait, c'est vraiment ce moment-là où j'ai fait cette rencontre donc bah, où mon amie, elle m'a entendue et elle a entendu ma peine, où je me suis dit: «Bah, ouais, OK» et ça a mis une petite pièce, en fait, dans ma tête en mode: «OK, c'est la première étape, 1 étape, j'en ai parlé, donc maintenant, c'est bon, ça existe, mais faut que je fasse quelque chose pour m'en sortir». Voilà et la thérapie, ouais, c'est suffisamment long et pour t'aider à t'en sortir et c'est aussi long que tu en as besoin. Tu la Mmh. recommanderais, du coup, à des personnes qui souffrent de troubles? Je dirais même aux gens, qui souffrent de troubles, déjà de, de se sentir, déculpabilisés. Ça arrive, c'est pas grave, ça fait pas de vous des personnes, dégueulasses, ça fait pas de vous, en fait, des gens qui sont pas aimables, qui n'auront jamais de bonheur. Mais par contre, vous avez tous, je pense, au sein de votre entourage, au moins une personne, ou alors peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré, mais il y a forcément quelqu'un pour vous dans ce monde qui va vous faire, un électrochoc mais n'attendez pas forcément que ce soit une autre personne qui déclenche cet électrochoc. Si en vous, vous avez déjà le désir d'aller mieux, faites-vous aider. Même si le premier psychologue, il convient pas, il suffit d'une personne, il suffit d'une seule personne même pour qui vous écoute, pour que ça débloque des verrous et que vous puissiez vous dire: «Bah, OK, c'est la première étape vers mon soin donc maintenant, je fais ça pour moi, pour aller mieux». L'objectif de vie, en fait, c'est d'être heureux. D'être heureux, on n'est pas heureux quand on est malade. On n'est pas heureux. C'est un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne justement, Ouais, là, tout ce que tu viens de dire à ton toi, par exemple, de, ouais. il y a, 10-15 ans, OK. Si je pouvais rencontrer mon moi d'il y a 10-15 ans, je lui dirais, «Mais ma chérie, en fait, ta vie, c'est d'être amoureuse de toi-même». C'est ça que je dirais à mon moi de 10-15 ans. N'écoute pas les autres, ils valent pas, ils ont pas ta valeur, ils sont juste jaloux. Ils sont juste jaloux parce que toi, tu es brillante. Peut-être que tu as une part de beauté que tu reconnais pas, mais c'est pas grave. Et du coup, je voulais savoir, vu que tu viens d'avoir, Ouais. du coup, un enfant, Oui. est-ce que tu as réussi à, gérer justement, Heu, pendant ta grossesse? Ça devait être compliqué quand même, Pour moi alors, faut savoir que quand j'ai eu ma fille, au niveau de ma maladie, bah, ça m'arrivait d'avoir des moments de crise avant, mais c'était très épisodique et c'était vraiment dans un contexte où les émotions, j'étais,
au fond du seau et où, bah, j'avais ce mode de résolution-là, quoi. Mais quand j'ai eu ma fille, alors la grossesse, déjà, ça a été compliqué dans le sens où pour moi, c'était une grossesse surprise. Dur. J'ai pas vu tout de suite mon corps changer, hein. Ça a pris du temps. J'avais pas de ventre pendant très longtemps et j'ai été très malade. J'avais beaucoup de vomissements d'ailleurs, beaucoup de nausées. Donc là, pour le coup, j'avais pas du tout d'envie alimentaire. Je pouvais pas manger parce que je vomissais tout. Donc de toute façon, même contenu vide, je vomissais. Mmh. Donc j'étais pas dans cette logique et enfin, quand tu es enceinte, tu te transcendes aussi, hein. Tu sais que tes priorités, c'est plus les mêmes. Malgré tout, j'entretenais des schémas de pensée pas forcément très positifs, dans le sens où toute ma grossesse, j'ai quand même voulu faire du sport pour me maintenir en santé, mais c'est parce que j'avais entendu que ouais, l'accouchement, c'est un marathon, faut te préparer, quoi. Donc je me suis dit, j'étais déjà sportive de base et je me suis dit: «Il faut continuer quand même parce que je veux pas non plus prendre trop de poids». J'avais quand même, vous voyez, dans ma tête, la grossesse, dans mon imaginaire, c'est ouais, on prend 30 kilos, quoi. Mais ouais, moi, ça a été compliqué. L'idée en fait, les pensées, de peur de grossir, elles étaient là. Elles étaient là parce qu'en fait, mon corps, avant d'être enceinte, bon, il était pas non plus, il était pas celui que j'avais, avant de me mettre en couple. J'avais pris du poids, mais j'étais OK avec ce nouveau corps. J'étais OK avec ce nouveau corps parce que j'arrivais à maintenir mon poids sans faire d'efforts. Mais le problème, c'est qu'en étant enceinte, j'avais peur justement que, mon corps redevienne gros. De perdre le contrôle sur le Ouais, poids, en alors voie que c'était des parce que j'avais un bébé et j'ai eu du mal à accepter quand mon ventre, il a commencé à pousser. Mais j'ai eu cette du coup, enfin, je sais pas si c'est une chance, mais par rapport à moi, ma perception, c'en était une, bah, j'ai pas eu trop de ventre. Donc au final, ça m'a pas fait trop de mal de me voir. Mais j'ai pris très peu de photos de moi enceinte. mmh, J'ai très, très peu de photos parce que j'ai du mal à voir mon ventre gros, OK. encore maintenant. Encore maintenant, j'ai toujours cette peur de toute façon de grossir, hein. C'est malheureusement, ça m'habite, c'est en moi, c'est comme ça. Ah ouais, si on peut revenir un peu Ouais. sur le côté, professionnel Diète. de santé. Ouais, Heu, Toi, tu dirais que ton expérience, elle est plutôt, bénéfique pour ce que tu peux ouais. apporter aux patients? Ouais, bah, alors, elle est bénéfique dans ce que je peux apporter aux patients, dans le sens où, bah, je connais les mécanismes. Je sais reconnaître aussi quand, une personne, elle ne dit pas tout dans son discours. Je sais reconnaître les mots, un petit peu pernicieux qu'on peut avoir, les discours un peu, malveillants envers soi-même, les critiques quand, les patients parlent d'eux de manière violente. Ça tilte Dans tout de ma tête, suite. voilà, Mmh. ça connecte et du coup, mon approche, pas forcément, étant déjà de base hyper empathique, là, je sais en fait comment creuser et je sais comment mettre à l'aise la personne pour qu'elle puisse être suffisamment en confiance et en tout cas me donner la chance de cette confiance, de les aider à ce moment-là dans leur parcours pour leur apporter, les outils dont moi j'ai disposé et leur donner, des noms, vers qui se référer. Parce que, bah, du coup, tu construis ton réseau aussi quand tu es, professionnel de santé. Mmh. Tu construis ton réseau et moi j'ai des amis, enfin, j'ai une amie qui est psy, sans cesse je la sollicite pour qu'elle me donne des noms, de personnes vers qui je peux réorienter. C'est ça aussi le soin. C'est, un parcours, enfin, c'est pluridisciplinaire, c'est accepter qu'on ne peut pas faire les choses tout seul et qu'il faut savoir Déléguer, orienter. Ouais, déléguer Orienter aussi, parce qu'il y a des étapes dans le soin, bah, notamment de cette maladie, qui ne dépendent pas du tout du diététicien. ouais, ouais, psychologie, Ouais, tu parlais de le traitement, médecin, c'est pluridisciplinaire, c'est c'est pluridisciplinaire, ça nécessite de l'échange. et ça t'est déjà arrivé, voilà, toi aussi, par exemple, de te sentir à l'aise avec un patient et de lui confier que Non, tu en as jamais. souffert? OK, ça, c'était une Jamais, question que je me posais, en fait, je cloisonne beaucoup ma vie. Je cloisonne beaucoup ma vie dans le sens où là d'ailleurs, bah, du coup, il y a beaucoup de gens qui vont faire des découvertes, hein, mais ma vie est très cloisonnée dans le sens où quand je suis au travail, heu, mes problèmes n'existent plus. Quand je fais du sport, mes problèmes n'existent plus. Il y a chaque chose, tout est dans des boîtes chez moi. OK. C'est mon problème, hein, de toute façon, enfin, je sais pas si c'est un problème, mais en Ou tout cas, c'est peut-être une comme ça. force, dans certains cas, ça Moi, c'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je deal avec les choses. Il faut que, les choses soient en ordre pour que je me sente bien. Donc quand les patients, enfin, en tout cas me véhiculent, leur parcours de vie, heu, malgré mon hyper empathie, j'arrive à prendre de la distance.
c'est important de savoir prendre de la distance. Leur discours me touche, mais un patient qui pleure, je ne pleure pas avec lui, même si, ça fait écho parfois à des choses que moi j'ai vécues. Ça doit être dur, ouais. C'est dur parce que, ben, tu sais par quoi les gens enfin, tu sais ce qu'ils traversent, mais tu sais aussi, qu'ils peuvent s'en sortir. C'est Et ce que tu si leur fais voilà, et ressentir. si toi tu, n'arrives pas à ce moment-là à prendre du recul et à te positionner en tant que soignant et à être du coup dans, bah, dans comment dirais-je? Tu te Dans le perds. pathos, Ouais, tu te perds, bah, tu vas rapidement. te perdre et tu vas pas être en capacité de lui donner les meilleurs outils pour qu'il puisse s'en sortir. Et moi, ce que j'ai à cœur, c'est vraiment d'aider les gens à, avoir une belle et bonne vie. C'est Donc, beau. à un moment donné, je peux pas me permettre d'être là, à pleurer avec le patient parce que, Ouais, bien sûr. sa vie, fait écho avec des choses que j'ai vécues. Non, parce que moi, enfin, je pense avoir réussi à m'en sortir. J'ai sorti ma tête de l'eau, j'ai trouvé des ressources. Ma mission maintenant, c'est d'aider les gens Mmh. à, avoir notion et avoir conscience de cette force qu'ils ont en eux. Oui et faire des transferts comme ça n'aiderait Ça personne dans tous n'aiderait les cas, personne de dire: «Ah bah, moi aussi j'ai vécu ça», parce que au final, tu t'éloignes de ton positionnement. et puis tu mets en place une comparaison, en fait, Oui, peut-être. tout à fait. Ouais, Et parce que toi, ton propre vécu avec ta maladie n'est pas le même que c'est le ça. vécu de, Marie-Paul avec sa maladie. Mmh. Je sais pas pourquoi c'est ce prénom qui est sorti, voilà. Je OK. je bisous à toutes les Marie-Paul, je Ouais. n'en connais pas, mais voilà. Mais en tout cas, enfin, ce qu'on peut retenir, c'est que cette expérience que Mmh. tu as acquérie, que ce soit avec les études en Ouais. diététique, le fait que tu as eu cette maladie de boulimie nerveuse, qu'après tu as suivi une thérapie, ça reste un plus dans ta pratique de tous les jours. Oui et puis dans ma vie, enfin, Ouais. honnêtement, cette maladie, je me suis construit, je dirais pas autour d'elle, mais je me suis construite avec elle. C'est-à-dire Mmh. qu'elle a fait partie de moi et c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai une sensibilité pour certaines choses. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à comment dirais-je? À aider des gens aussi à s'en sortir. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, heu, dans mes amitiés, je suis hyper investie. Voilà, j'essaye d'être là et d'être là aussi pour moi-même, Mmh. C'est chose que ça je fait faisais partie pas de avant. ta sensibilité en fin de compte, Oui. en tout cas vraiment on tenait vraiment à te dire avec, Léa qu'on est ravis, et très reconnaissante que tu sois venue témoigner aujourd'hui. C'est pas un sujet facile. Non, On espère que ça pourra aider beaucoup de personnes en tout cas, hein, je le souhaite. c'est vraiment le but et je sais qu'en plus de ça, tu es venue aussi, dans cette optique-là, hein, Oui. d'aider, de sensibiliser, voilà, Mmh. de faire de la prévention aussi autour de cette thématique-là Oui. et merci beaucoup. Ton Bah, témoignage merci de était m'avoir invitée. c'était hyper touchant. Ouais. Bah, Ouais, ouais, écoutez, merci parce que je pense que ça va aider beaucoup de personnes. mmh, je le souhaite. Franchement, Mmh. si ça peut même aider une seule personne, j'ai gagné. C'est Ça, c'est top. sûr.